Bonsoir à tous et à toutes. Du coup, moi, je vais vous parler aussi de nouvelles peut-être notions que vous n'avez pas encore entendu parler, qui est la notion d'operating model. Et pour ça, je vais vous l'illustrer dans le cadre d'un design system. Après, vous allez voir que c'est une méthodologie et des outils qui vous permettent de l'appliquer à peu près à tout pour organiser un département, un service, voire même une entreprise. Juste rapidement, donc moi je m'appelle Maxime Frère, je suis principal designer chez Source, donc un studio de design et de technologie à Paris. Je vous le présenterai très rapidement, je vous le promets, juste après. Je suis designer avant tout, donc je fais beaucoup de ce que j'appelle, et je vais vous définir un peu cette notion de design at scale qui inclut aussi la notion de design ops, design org, etc. Je fais du design avant tout. J'ai à peu près 10 années d'expérience, même un petit peu plus. Et puis, mon premier design language system, c'était en 2015 dans une startup. Et puis, un an et demi après, j'ai eu l'occasion, grâce à Simon Gomez, on a vendu et exécuté le premier design language system de Airbus, même si l'histoire nous a parfois un petit peu oubliés. C'était nous avec Julien Vidal. Et puis après, je suis tombé là-dedans et j'en ai pas mal fait tout au long de ma carrière. J'étais Head of Design chez BPCE-SI, donc je travaillais sur le côté collaborateur, ça s'appelait Aurora. Et ensuite, après, du coup, sur mes missions désormais, j'accompagne pas mal de clients. Donc là, je viens la semaine dernière de terminer pour L'Oréal Group. Et j'accompagne aussi BNP Paribas et aussi d'autres petits start-up aussi, mais que je ne peux pas encore citer aujourd'hui parce on vient à peine de signer. Juste pour présenter Source, globalement, en gros, on a 4 grandes activités. La première, c'est du strategic design. Donc là, on fait vraiment du design stratégique, c'est-à-dire qu'on a des boîtes, des produits, des product managers qui ont besoin de shifter leurs produits, qui ont besoin d'une vision à 3 ou 4 ans de là où est-ce qu'ils doivent aller. Et nous, on intervient, on les accompagne là-dessus. Ensuite, on a forcément product design, donc ça c'est notre cœur de métier. Vous avez vu, on a un petit peu buzzé aussi parce qu'on a travaillé notamment pendant plus d'un an et demi sur l'interface du Ledger Stacks qui a été fait en collaboration avec Tony Fadell, inventeur du iPod, iPhone, Nest, etc. Et là, du coup, c'est aussi ce qu'on amène, c'est cette capacité d'être à la fois dans la stratégie, mais aussi de produire, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un produit qui est shippé et qui est dans les mains des utilisateurs. Et ensuite, on a une branche engineering un petit peu spécialisée qui va vraiment optimiser toutes les solutions, que ce soit du e-commerce, que ce soit de l'intelligence artificielle sur n'importe quelle plateforme. Et il y a celle que je représente aussi aujourd'hui, qui est le design at scale. Donc je vais un peu définir ce que c'est, qui est là vraiment ici. Voilà, ça me fait une bonne transition. Qu'est-ce que le design at scale? Vous dites encore un nouveau terme. Mais vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. Je ne l'ai pas inventé avec Design at Scale, vous allez voir, il y a pas mal de conférences, il y a pas mal de sujets, il y a pas mal de cabinets, beaucoup de conseils comme le mien qui exercent ça. Donc, pourquoi on l'a mis en place? En fait, ça vient de problématiques généralement des organisations qui sont dites complexes. Donc, je travaille beaucoup avec des grandes boîtes. Donc, je dois gérer des multimarques, je dois coordonner des écosystèmes de produits, j'ai plein de touchpoints, j'ai une intégration difficile de design dans mon organisation. Je travaille cloisonné entre les équipes, soit entre les équipes de design, soit les designers avec les développeurs, soit toute la chaîne des équipes produits, ou une différence de valeur perçue entre la valeur perçue et la valeur délivrée par le design, où on a l'impression qu'on est orienté au bénéfice de l'utilisateur et pas toujours au bénéfice de l'entreprise. Et donc, du coup, comment on peut changer cette perception? Donc, nous, on se focus sur pas mal de outcomes derrière, qui est généralement, comme avec les design systems, accélérer son time to market, expérience cohérente, optimiser les coûts, favoriser les synergies. Donc, globalement, si je devais résumer, entre guillemets, à quel moment le design at scale intervient, c'est quand on est à l'intersection du design, de la stratégie et de la transformation. Donc, globalement, on a un acte de design ou des designers qui sont impliqués dans ces sujets-là. On a de la stratégie, généralement de départements, d'entreprises. Donc, on travaille beaucoup avec des head of design, avec des VP design ou parfois carrément des chefs de département qui ne sont pas forcément designers, mais qui incluent le design dans leur process ou dans leur méthodologie. Et de la transformation, parce que comme du coup Damien l'a évoqué, il y a pas mal de change management. En fait, généralement, vous allez le voir,
quand on fait des design language systems, on change les méthodes de travail, parfois on change les outils, on change plein de manières de percevoir et de faire son métier. Donc du coup, à partir de ce moment-là, c'est là où on intervient. Voilà, globalement, on a cette représentation-là qu'on aime bien. C'est vraiment un village. Donc, même si je fais des activités d'industrialisation, comme les design language systems ou l'atomic user research, ben forcément, tout ça, c'est connecté. Et en fait, ça ne fonctionne qu'à partir du moment où il y a le design qui fonctionne correctement, donc avec la pratique du design ops, où l'intégration du design dans l'entreprise est correctement implémentée. Parce que nous, on fait design org et très rarement, mais ça dépend souvent avec des partenariats, on fait de la transformation. Donc là, on va vraiment toucher une approche très top-down pour implémenter le design. C'est assez rare, mais ça arrive de temps en temps. Et donc, du coup, là, je vous prends l'exemple d'un design language system. Donc, très souvent, quand on parle de design language system, ce qu'on voit, c'est la partie des assets de design, généralement une librairie qui est très souvent aujourd'hui Figma, des assets de code, forcément, parce que si on n'a pas d'assets de code, ben, ce n'est pas un design language system, c'est-à-dire que ben, vous shippez des maquettes, mais il n'y a aucun utilisateur qui a des maquettes dans les mains. Hein, à la fin, ils ont du code. Et ensuite, une documentation qui réunit tout ça. Donc ça, c'est globalement la partie la plus visible des design language systems, sauf qu'on oublie que derrière, c'est qu'il y a en fait toute une organisation, une gouvernance, il faut maintenir les choses, il faut gérer la contribution, il faut mesurer, comme l'a dit Damien, avec des KPI, il faut faire du support, il y a les tokens, il y a des process, il y a comment les stratégies d'implémentation, comment aussi les design language systems interviennent dans la stratégie de l'entreprise. Donc il y a tout un sujet derrière de beaucoup de choses organisationnelles en fait qui se retrouvent derrière ces outils, puisque c'est bien un produit au service de produits, parfois même une infrastructure, il y en a qui le disent. Donc, on se retrouve avec tout ça derrière. Et donc, au fur et à mesure de travailler sur tout ça, en fait, j'ai découvert la notion des operating models. Alors, je donne le crédit à ma femme, puisque j'ai la chance de partager ma vie avec une femme très, très brillante et accessoirement senior manager dans un cabinet de conseil stratégique. Donc, des fois, on peut avoir des discussions, on s'apporte un petit peu mutuellement. Et donc, du coup, quand je lui parle que je traite de gouvernance, je traite d'outils, je traite de KPI, je traite de tout ça, elle me dit, mais bon, ce que tu fais, c'est des operating models. Alors, je lui dis, ah, tiens, enfin un terme pour définir un petit peu toutes ces activités, pour peut-être les structurer. Donc, la première structure de l'operating model qu'on a développée, elle est en partie due du coup, à ces échanges, ces discussions. Donc, après, on l'a un petit peu amélioré et surtout, on l'a fait vraiment pour notre... Oui, on l'a fait pour les besoins de design. Donc globalement, c'est quoi un operating model? C'est grosso modo une bible organisationnelle avec l'objectif de créer de la valeur derrière. En gros, c'est tout le service ou tout le département disparaît. En fait, je suis capable de savoir quels sont les rôles, les personnes, les rituels, les sujets, les activités, les outils, et je suis capable en fait de piloter un service ou un département sans aucune aide, ne serait-ce que celle de l'operating model. Donc globalement, il y a quelques avantages, je les passe très rapidement, mais vous avez compris, on le verra un peu plus tard, c'est accroître l'efficacité et les performances opérationnelles, on évite tout ce qui est duplication de tâches, parce que on le verra dans tout ce qui est RACI, je ne sais pas si vous connaissez un peu aussi cet outil Responsible, Accountable, Consulted et Informed, quand tout le monde est responsable de tout, personne n'est responsable de rien. Donc à la fin, en fait, les choses, elles n'avancent pas. Et donc, l'operating model, c'est un peu là aussi pour clarifier toutes ces choses. Donc ça renforce les liens avec les parties prenantes. Quand vous savez quel rituel, à quel moment, avec qui, quels sont les inputs, quels sont les outputs attendus, derrière, en fait, ça fluidifie en fait, les synergies, les communications, etc. Ça accélère la coordination, la prise de décision. Je pense que vous avez tous été dans un service, un département, ou participé à des équipes où les choses n'avancent pas ou n'avancent plus comme elles devraient le faire. Et ensuite, comment on augmente les capacités de croissance et d'adaptation, parce que forcément, ça permet d'onboarder des gens, de les déborder. C'est des sujets qu'a évoqué Damien et qui arrivent aussi dans ces services de design language system. Donc du coup, il y a 6 grandes dimensions dans l'operating model. 6. Les design principles, on va se focuser que sur les 4 que vous voyez là qui sont highlightés, mais les design principles, donc c'est un petit peu vos principes qui vont guider finalement l'ensemble des décisions que vous prenez
par rapport en fait à toutes ces boîtes qu'il y a en dessous. Alors les design principles, tout le monde dit ouais c'est des trucs un petit peu, je passerai le terme, mais voilà, intellectuels. Mais à la fin en fait on est super content de les avoir quand il y a des conflits. Donc on avait dit qu'on poussait sur l'expertise, on n'est pas d'accord parce qu'il y a des gens qui commencent à faire des trade-offs ou des raccourcis. Du coup on est capable de rappeler ces principes de design qui sont là pour régir et gouverner la prise de décision dans le quotidien. Après, on va avoir 4 pans, organisation, process, gouvernance, enabler. Donc, je parle d'enabler, vous verrez, et pas de outils, parce qu'en fait, ça peut être des outils, ça peut être du software, ça peut être des plugins, ça peut être des checklists, ça peut être plein de choses, ça peut être du papier, n'importe quoi. Et ensuite, en fait, tout ça, c'est supporté par la performance. Donc, on essaie de traquer au maximum pour pouvoir piloter et ajuster tout ça. Donc, un peu plus concrètement, grosso modo, on va rentrer dans le premier. Donc, le premier, c'est tout ce qui est organizational breakdown structure. Donc, c'est un très gros mot pour dire, en fait, c'est la structure organisationnelle. Clairement, c'est un org chart et des fiches de poste ou des rôles. Donc, ça, c'est l'idée, c'est, vous voyez, il y a un premier niveau. Donc, on va voir, quand vous rentrez dans un design language system, qui reporte à qui fait quoi, quelles sont ses responsabilités, comment je me positionne par rapport à ça, et puis aussi quelle est la structure. Il y a plusieurs modèles de structuration d'organisation, et ça c'est important de savoir qui sont les sponsors, ne serait-ce que ça, à qui je dois m'adresser, à quand, comment, etc., par quelle chaîne, pour éviter de... Il y a beaucoup de susceptibilité dans les grandes entreprises, donc il faut bien veiller et faire attention à avoir bien et ne pas toujours dépasser de son rôle. Donc ensuite, on a le niveau 2, c'est une fois qu'on a décrit ça, ce premier niveau, cette première overview de ce que c'est l'organisation, ben derrière, c'est qu'est-ce que je fais, quel est mon rôle, quel est le rôle de l'autre personne, et du coup, on va aller beaucoup plus loin, je vous le dis, dans les racines. Donc typiquement, sur chaque activité qu'on va voir, chaque process, en fait, on va définir des rôles et des responsabilités, donc on sait à quel moment de l'étape de ce process, la personne qui est responsable de gérer ça et qui est accountable et qui fait en sorte, qui se fait taper sur les doigts si ça ne fonctionne pas. Donc globalement, voilà comment ça se présente. Je les ai un petit peu anonymisés pour que, voilà, mais ce sont des livrables de vrais projets de clients. Donc là, on voit que typiquement dans l'organisation, on essaie d'avoir aussi des organisations assez plutôt flexibles et très petites pour être pas mal agiles, avec beaucoup d'expertise. Donc là, vous avez une organisation un petit peu flat avec produit, engineering, design, d'autres aussi. On a des rôles, là aujourd'hui, j'occupe un rôle de token manager, entre guillemets, puisque c'est moi qui pilote en fait et qui gère la source de vérité sur les tokens. Il y en a à peu près 7000 aujourd'hui chez un de nos clients. Et donc, je suis responsable de faire en sorte que quand on modifie quelque chose, ça ne pète pas tout, parce qu'il y a des millions d'utilisateurs qui sont derrière. Donc, si ça build plus à cause d'une erreur, des fois, ça arrive. En fait, voilà, c'est moi qui derrière me fait taper sur les doigts et donc je contrôle et je mets des process très très forts pour éviter qu'on ait beaucoup de conneries en prod. Donc toutes ces fonctions support aussi. Et puis là, on essaie aussi d'identifier qui sont. Nous, on a des rôles. Alors, ça dépend vraiment des clients. On va le voir un peu dans les enseignements. Les termes, comment on les appelle, leurs responsabilités, tout dépend. Il y en a product manager, DLS manager, product owner, enfin Scrum master. Ça dépend vraiment aussi de l'organisation, donc ça on le verra. Mais surtout, c'est bien aussi d'identifier les gens qui sont en fait les pilotes de ces projets et qui sont les sponsors parce que en fait, si on veut faire de la transformation, il faut qu'il y ait des gens qui mettent de l'argent, il faut qu'il y ait des gens qui le pilotent, il faut qu'il y ait des gens qui le portent au sein des entreprises. Et puis après, voilà des exemples de role card, typiquement qu'on délivre à nos clients. Vous voyez les activités, les livrables, quelles sont les caractéristiques clés, les compétences, à qui ils reportent, et puis parfois le salary range qui permet, là c'était dans le cadre d'un operating model prospectif, de envisager quels sont les budgets qui vont être nécessaires pour mettre en place une équipe. Ensuite, on va avoir tout ce qui est activité et process. Donc, les activités et les process, ils se voient sur 3 niveaux. Donc, c'est une pyramide stratégique, tactique et opération. Donc, stratégie, c'est je décide de où je vais. Tactique, c'est je pilote pour faire en sorte qu'on arrive. Et ensuite, aux opérations, c'est je rame pour arriver à la bonne destination. Donc, ça, clairement, c'est intéressant parce que nous, dans les Design Language Systems, on a toute une liste d'activités de l'expérience qu'on tire de chacun.
de se dire quels sont les types d'activités qui sont à réaliser et un peu par qui. Donc typiquement en activité stratégique, c'est définir le périmètre du design language system, c'est-à-dire demain, qui c'est qui rentre, qui c'est qui sort, comment on va implémenter le design language system dans les roadmaps des produits. Ça, vous imaginez, quand il y a des produits avec des millions d'utilisateurs, ça ne se fait pas comme ça. On ne dit pas, tiens, j'ai créé un design language system, d'ici un an, il faut que tu aies migré. Voilà, il y a toutes des stratégies comme ça qui sont à faire avec des alignements. Au niveau tactique, justement, c'est là où on va s'aligner. On va aligner les roadmaps des produits, la roadmap du DLS, on va piloter, on va scoper, déscoper, on va supprimer des composants qui ne fonctionnent plus, qui posent des problématiques. On va aussi organiser les équipes. Et puis après, côté opérationnel, typiquement, le quotidien de l'équipe, c'est créer des composants, fixer des composants, gérer les contributions, etc. Et ensuite, du coup, on a le niveau 2 qui intervient finalement quand on a besoin de connaître les rôles et responsabilités de personnes et qui peut se détailler. Donc les process, il y a plein de niveaux. On peut aller du très bas niveau en disant tu ouvres l'ordinateur, tu cliques sur ouvrir tel outil, etc. Bon, l'idée, c'est de rester dans des process à peu près macro, mais qui permettent de déterminer quand on crée un composant, il y a une partie qui est responsabilité du designer, à des moments, c'est le développeur, à des moments, c'est le product manager qui doit aussi s'assurer. Il y a le QA, il y a plein d'étapes en fait dans la création d'un composant qui sont finalement, on ne dit pas on crée un composant, il y a plein de sous-étapes, il y a un process qui peut être assez long. Donc du coup, là typiquement, vous voyez les activités opérationnelles, donc c'est une première partie. Donc ça, c'est ce qu'on restitue un petit peu à nos clients. Encore une fois, j'ai anonymisé, mais c'est un livrable que j'ai rendu il n'y a pas si longtemps. Donc vous voyez, il y a encore des cases à définir puisqu'on est en pleine reconstruction et remodélisation de cet operating model. Et donc, voilà, intégration des ressources, des choses mais, où on n'a jamais idée, sauf que quand ça nous arrive, il faut savoir comment on fait. Intégrer des ressources, là, on a un modèle où les ressources design du design language system sont fournies par des départements de design de marque. Donc aujourd'hui, je n'ai pas un budget avec une personne qui me permet d'avoir ça. Donc en fait, j'ai les managers de ces gens-là que je dois convaincre de me donner des ressources, un temps, de sacraliser leur temps pour éviter qu'ils soient trop pris par de la prod, sinon ils ne peuvent plus faire ce que nous, la promesse. Donc c'est toute une gestion. Donc on voit les gens qui sont impliqués, qui c'est qui est accountable, qui c'est qui est responsable et qui va être consulté, informé. Voilà, gestion de la librairie des assets illustratifs, gestion de la librairie des composants, parce que les icônes ne sont pas gérées de la même manière que les composants, ce n'est pas les mêmes fichiers, ce n'est pas les mêmes process. Nous, aujourd'hui, avec ce client, on a en fait les tokens qui s'injectent directement via l'API en fait, dans les variables. Donc aujourd'hui, en fait, ce n'est pas juste j'applique et j'utilise les variables de Figma, on a une vraie source de vérité qui est synchronisée avec le code et le design. Et donc, en fait, ils ne touchent même plus la partie variable, ils font juste appliquer des tokens sur des composants et tout se met à jour en même temps au fur et à mesure qu'on met à jour le code et le design. Et ça, par exemple, exemple de process, donc typiquement création de composants, voilà, je ne vous ai pas mis tout le process, mais il y a quand même beaucoup d'activités. Donc, c'est tout bête, mais des choses, voilà, il y a des contraintes techniques. Ça peut être optionnel, mais qui c'est qui gère l'ajustement quand on se retrouve en recette et que ça ne fonctionne pas? Qui c'est qui valide les composants et ses variantes? Parce que chaque variante a un impact sur la qualité du code, sur les capacités que peuvent faire d'autres marques. Donc souvent, moi je suis sur des projets où il y a du multimarque. Donc à chaque fois que je crée un truc, ça débarque chez tout le monde. Donc en fait, il faut savoir comment on le gère. Est-ce qu'on le masque dans les librairies de design? Comment on le met dans la documentation? Pourquoi on alourdirait? Qui c'est qui prend en charge cette nouvelle variante parce que tout le monde ne la veut pas ou tout le monde n'en a pas besoin? Donc voilà, l'application, la revue de l'application des tokens, etc., etc. Donc vous voyez un petit peu cette partie-là. Du coup, on a une partie qui est gouvernance. Alors ça, c'est un très gros mot. Les gens, ils n'aiment pas qu'on parle de gouvernance et c'est finalement pas si compliqué que ça. C'est l'ensemble des rendez-vous et des meetings qui se réalisent finalement pour faire en sorte que les choses se passent. Alors parfois, il y en a beaucoup trop, mais encore une fois, on les analyse avec cette pyramide. Il y a des meetings qui sont stratégiques, c'est-à-dire comment je vais défendre les budgets pour une équipe de une dizaine de personnes. Alors il faut savoir que même si en interne, ce sont des gens en interne qui le font, ça a un coût. Donc je les mobilise 50%, 100%. À la fin, moi je travaille sur des design language systems, c'est à peu près entre 1 et 4 millions à l'année si on compte toutes les ressources de développement, le support externe,
etc., le coût des licences, etc. Donc on se retrouve avec des montants quand même très élevés. Donc ça, il faut en avoir conscience. Il y a des meetings qui sont dédiés, il y a des meetings tactiques pour justement faire le lien entre les choses, et des meetings opérationnels qui sont les daily, qui sont les code review, qui sont les peer review, etc., qui fluidifient en fait tout ça. Et après, ce qui est super important, c'est ces meeting cards, donc encore ce niveau en dessous qui est de dire, voilà, un meeting, c'est quoi? C'est bien de dire qu'il y a un meeting, il a un nom, mais derrière, vous faites quoi? Qui c'est qui participe? Qu'est-ce que les gens doivent amener dans ce meeting et qu'est-ce qui doit ressortir de ce meeting? Voilà. Ça, c'est super important parce que des meetings, on en fait plein, mais des outputs qui sortent des meetings, ce n'est pas toujours le cas. Donc là, au moins, on sait que on ne démarre pas un meeting si on n'a pas ces inputs et on essaie de clôturer le meeting à chaque fois en ayant les outputs. Donc là, ça se présente aussi comme ça. Donc typiquement, on voit des rituels tactiques. Donc là, il y a voilà, moi j'ai une problématique d'adoption d'une nouvelle marque en fait au Design Language System. Donc on a créé un rituel qui est spécifique pour suivre la progression et l'adoption de cette stratégie. Donc typiquement, eux, pas de refonte, alors que la marque numéro, alors j'ai mis 1, mais la marque numéro 1 a fait une refonte, refait un Design Language System et profite de cette refonte. On se dit, l'équipe tech, elle travaille pour toutes les marques, elles ne sont pas comme les designers marque par marque. Et du coup, ils disent pourquoi je n'implémenterai pas le Design Language System au fur et à mesure que je développe des parcours qui sont communs. Sauf que, comme la première marque n'a pas fait de refonte, du coup, elle ne peut pas visuellement avoir une nouvelle charte parce qu'il y aurait 10-15% des écrans qui seraient avec des chartes différentes. Donc là, on élabore la stratégie. Avec les design tokens, aujourd'hui, en fait, on a une stratégie d'implémenter techniquement et de faire ressembler à la charte pour qu'on ait suffisamment de déploiement au niveau du code pour qu'à un moment on dise ok, notre reach c'est 80, à 80% on déclenche la refonte et les designers avec les tokens, ils n'ont plus qu'à changer et modifier les borders, les couleurs, les icônes, etc. Et tout repasse et on modifie. Donc ça se réfléchit, ça se fait, il y a toute une stratégie derrière qui se pilote. Après, je ne vais pas vous embêter avec tout ça, mais bon, la synchro des leads du DLS, la synchro avec le management. Là, il y a des couleurs différentes parce qu'en fait, c'est des modèles qu'on adapte tout le temps. C'est-à-dire qu'en gros, en vert, c'est des choses que j'ai proposées suite en fait au diagnostic. On se revoit tous les trimestres pour savoir où est-ce qu'on en est de cet operating model. Est-ce que les rituels marchent? Est-ce que les responsabilités sont bien prises? Est-ce que les compétences sont là? Voilà, tout ça, on le révise et en fait, on propose et on rechange. Il n'y a rien qui est figé dans le temps. Et après, vous avez ces cartes. Donc, qui c'est qui travaille, qu'est-ce qui fait quoi, le rituel, combien de temps ça dure, etc. Ça permet aussi, vous le verrez, de planifier, de savoir combien de temps aussi ça prend ce genre de rituel. Et des fois, on se dit, en fait, on va prendre un nouveau rôle parce qu'en fait, on a des designers qui ne bossent plus. Voilà, typiquement. Donc, on essaie de jouer et de piloter là-dessus. La dernière dimension, ça va sauter aussi. Donc, c'est tout ce qui est les enablers. Donc, en fait, on va avoir un ensemble. Ça ne marche plus, je crois. Vous m'entendez là? Non. Je vais essayer de parler plus fort en attendant. Et l'autre? Allô? Là, ça. Là. Ah. Allô? Non. Je crois qu'il n'a plus de batterie. Bon, je vais parler plus fort. Donc, du coup, c'est tous les outils. Donc, les outils, en fait, on pense à Figma, on pense à Storybook, on pense à l'IDE pour le développeur. En fait, il y a pléthore d'outils, vous l'avez vu, Damien l'a montré. Et il peut y avoir des outils d'analytics, il va y avoir des outils de prise de notes, il va y avoir là où on consigne la documentation interne, il va y avoir là où on met la living documentation. Il y a plein d'outils comme ça. Et en fait, parfois, on ne se rend pas compte, mais on les multiplie. Et en fait, ça apporte plein de problèmes. C'est-à-dire que des fois, il y a des outils qui n'ont pas de synergie. Des fois, moi, je me retrouve avec des clients qui ont des backlogs design qui ne sont pas dans les backlogs de dev, qui sont dans des outils différents. Donc, mon tracking et mon monitoring, ça fait x2. Et souvent, il y a des outils qui ne font pas les mêmes options de tracking. Donc, je ne sais pas la performance des gens, etc. Donc, je ne peux rien piloter. Parfois, il y a des outils qui sont finalement, on se dit, on commence par ça, on verra un peu plus tard. Et puis, on se retrouve avec une dépendance à un outil qui arrive super forte et qu'on ne peut pas migrer. Parce qu'en fait, typiquement, si on part de cet outil, on perd 3 ans d'historique de ce qui s'est passé de prise de décision sur Design Language System. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça, il faut regarder. C'est ce que j'appelle moi un petit peu artefact, c'est-à-dire que l'outil, ça peut être Google Docs. L'artefact, c'est
le note meeting de tel meeting, voilà, très clairement. Et ça, en fait, des fois, quand vous avez toutes les prises de décision, les rôles, les actions des gens, etc., en fait, vous vous dites, ah, mais Google Docs, c'est un meeting, plus cet autre meeting, plus ce meeting stratégique, plus ce meeting tactique. Ah, mais en même temps, dans Google Suite, on utilise Spreadsheet pour faire en fait notre taxonomie de token, et puis en fait, on a fait un script. Donc, du coup, en fait, si on retire Google Docs, on se coupe tout l'historique et potentiellement tout le build avec nos tokens. Et donc, du coup, bah, après, c'est les cartes, je vous passe là-dessus. Mais vous voyez, typiquement, je vous ai mis un extrait de comment ça se passe ce côté design token chez un client. Donc, on a une source de vérité. Cette source de vérité, il y a un script. Donc, ça aussi, c'est notre rôle de faire des petits hacks, hein. Des fois, tous les clients n'ont pas payé 50 licences de 50 outils qui font une tâche. Donc là, très clairement, c'est souvent un Excel ou un spreadsheet quand on gère des milliers de tokens. En fait, pour concaténer les termes, changer la taxonomie, faire du multimarque, etc., ben, tout simplement, c'est ces outils-là. Donc, il y a un script qui vient faire un JSON. Ce JSON injecte dans Style Dictionary et il y a un autre script qui vient dans le JSON. Même, je sais qu'il y en a qui pourraient dire qu'on peut l'améliorer, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, c'est injecté dans le code dans GitHub et là, c'est injecté via l'API dans Figma. Donc là, en fait, je vois que les outils que j'ai choisis, ils ont des dépendances et des choses très fortes. C'est-à-dire qu'il y a aussi des choses à maintenir. C'est-à-dire que le script, l'API, donc j'ai un rôle d'une personne maintenant qui s'occupe de ça, qui crée des plugins spécifiques et tout, parce qu'en fait, bah, une fois que vous les avez faits, il faut les maintenir. Enfin, Figma, Damien l'a évoqué, change je ne sais combien de fois ces choses. On ne sait pas si demain, d'ailleurs, ils ne vont pas nous couper une API à un moment donné ou nous la faire payer un petit peu plus cher. Voilà, c'est le jeu, hein, mais ça arrive. Et bien, des fois, voilà, il faut qu'on trouve des solutions alternatives. Donc nous, on essaie d'être le plus agnostique, hein, à ces outils. On prend que les plus gros du marché parce qu'aujourd'hui, Figma n'a pas de concurrent. Et ensuite, on essaie d'être dans des solutions open source, Style Dictionary, Storybook, etc., pour gérer tout ça. Voilà. Juste pour presque conclure le bénéfice des Design Language Systems, j'espère que je suis dans les temps, sinon Simon va me tuer. Donc il y en a deux momentum. Il y a le premier, c'est pour faire un état des lieux. Donc en gros, ça révèle les dépendances, ça révèle les dysfonctionnements, ça permet de piloter plus précisément son organisation ou voir les manques de ce qui ne sont pas faits. Il n'y a pas de rétro, il n'y a pas de séminaire, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de choses comme ça qui se revoient au fur et à mesure que vous opérez un design language system ou en projection. Donc comment j'estime mes charges, mes ressources, mes compétences, mon modèle d'organisation, mon modèle de contribution, etc. L'ownership des librairies, des marques, la stratégie d'expression de ces marques. Donc comment vous gérez les tokens, tout ça en fait ça permet de tout voir. Comme dirait le fondateur de Source, comme on aime bien ça, on a aussi scalé les operating models. Donc je donne le crédit à Marion qui a beaucoup travaillé sur l'automatisation des operating models et le template, hein, qui est un des piliers d'ailleurs de l'offre Design at Scale, donc qui travaille avec moi sur tous les sujets et qui a fait au moins, je pense, bien 80% de ce template Notion. Donc je vous montre une overview, encore une fois anonymisée. Donc aujourd'hui, on a un template Notion qui nous permet d'avoir tous les meetings, enfin déjà des premiers sets de meetings, d'activités, de process, tout ça. Et en fait, ce qui nous permet demain de le piloter. Donc si je prends le product manager, ben, je vois directement de quoi il fait partie, à qui il reporte, qui c'est qui lui reporte, quels sont les meetings dans lesquels il est mis, donc du coup le nombre d'heures qu'il passe en meeting. Et ensuite, ben, vous voyez sur quoi il est responsible, sur quoi il est countable, sur quoi il est consulted, etc. Donc en fait, ça me permet, cette base de données, ben, au fur et à mesure avec mes clients, de trouver et de en fait, modifier un rôle, une tâche, un process. Et en fait, tout se met automatiquement à jour. Donc comme ça, en fait, en permanence, il est capable de modifier et on est capable de piloter. Comme vous le voyez, là, j'ai un statut, donc là, il n'y a rien. Mais généralement, je peux mettre un statut sur les meetings avec un commentaire. Donc je sais, est-ce que ce meeting fonctionne bien? Est-ce que j'ai des retours qui, justement, le meeting, il manque des personnes? Est-ce qu'il y a des choses? Donc ça me permet, en fonction des statuts, de piloter soit au jour le jour, soit trimestriellement, soit à l'année. Qu'est-ce qui se passe? Je peux avoir aussi sur les ressources, je ne vous montre pas tout, mais voilà, vous voyez la liste des tâches que l'on a. Si je vais dans les composants,
voilà, je vais avoir pas mal de choses et ça représente des process et donc du coup, je peux ouvrir le process et voir en fait toutes les tâches qui sont liées à ce process avec les sous-items, etc. Voilà. Donc ça nous permet d'être beaucoup plus flexible et d'adapter tout ça. Donc on essaie de s'appliquer à nous-mêmes ce que nous on impose à nos clients. Je termine rapidement, je suis à peu près dans les temps. Quelques enseignements clés. Quand vous faites un operating model, donc vous l'avez vu, hein, typiquement, ça ne peut pas être que du design. Alors nous, on est spécialisé là-dedans, donc on connaît les activités et notre expérience nous a permis de cartographier tous ces process qui sont généralement vus et revus quand on monte des design systems ou quand on opère des design systems. Mais en fait, vous avez vu que chaque dimension influence l'autre. Qu'en fonction des nouveaux rôles, bah, du coup, ça va changer les meetings, du coup, ça change les responsabilités. Du coup, potentiellement, avec un nouveau rôle, il va demander un nouvel outil ou il va avoir des nouvelles attributions. Quand on n'a pas pensé à la communication, comment on communique, outils internes, comment on gère les listings, on gère des mails, etc. Donc, tout ça, en fait, ça vient et en fait, ça influence un petit peu. Le modèle de contribution, si vous le changez, ben, forcément, il va y avoir de nouveaux meetings, de nouvelles personnes qui entrent en jeu, etc. Donc, c'est tout le temps il n'y a pas un ordre spécifique. C'est ça aussi qui est très perturbant quand vous commencez ce genre de choses, c'est que vous ne savez pas où aller et vous vous dites à chaque fois, d'où la base de données, parce qu'on en a un peu marre de modifier un truc et d'aller modifier 50 slides. Le dernier operating model que je délivrais la semaine dernière pour un client, c'est 111 pages de documentation parce que tout est ultra détaillé. Donc vous imaginez qu'à chaque fois qu'il nous a dit ah, mais peut-être que finalement, on pourrait mettre ça ou on va changer le rôle, ben, en fait, on se retrouvait à aller regarder toutes les pages pour essayer d'opérer. Donc là, au moins, la base de données nous permet une source de vérité super fiable et à des moments, on crée une version que vous avez vue, des extraits. Adapter son vocabulaire à l'environnement du client, ben, ça c'est toujours pareil. Comme je vous l'ai dit, Product Manager, Scrum Master, les postes, rôles, responsabilités sont tout le temps différentes. Donc en fait, pour communiquer avec eux, il faut savoir en fait déjà analyser qu'est-ce que ça veut dire chez eux ces différents rôles. L'expérience est clé pour avoir des modèles efficaces. Ça encore une fois, pourquoi nous on est efficace avec ce type de modèle, c'est parce que bah, ça me fait mal, mais ça va faire presque 9 ans que je bosse sur ces sujets. Donc, et donc les personnes aussi qui m'accompagnent ont déjà travaillé sur ces sujets généralement. Donc en fait, on a concaténé toute une expérience qui nous permet d'aller beaucoup plus vite, mais on pourrait très bien le faire en recherche exploratoire pour monter ce type de modèle. Mais nous, au moins, on sait vraiment, on est très activable. Voilà. Ne mettez pas en place des process ne mettez en place des process que lorsque vous souhaitez éliminer le risque. Donc là, c'est pareil. Les process, ça fait chier tout le monde. Franchement, à suivre et tout. Déjà, ne serait-ce qu'à mettre à jour. Donc, quand je parle d'artefact, ne serait-ce qu'un process, bah, quand il change, il faut le mettre à jour, etc. Mais quand on a des activités à risque, bah, ça rassure quand même pas mal les gens. Donc, on se dit, les tokens, on a un fichier de pré-prod, on doit remplir la pré-prod, on doit me pinguer, je dois contrôler la pré-prod. Ensuite, on fait un meeting pour s'assurer que l'intégration des nouveaux tokens dans la prod, on le fait à deux mains et on lance le build qu'à partir du moment où on a validé. Donc ça, c'est des activités très à risque, puisque là, on touche le build de millions d'utilisateurs en live, quasi en live. Donc là, on est obligé d'être super strict. Après, globalement, ce que j'ai envie de vous dire, le succès, ça réside dans le choix des talents. Encore une fois, en fait, si vous prenez des très bons devs, vous prenez des très bons product managers, vous prenez des très bons designers, en fait, les gens, ils savent ce qu'ils ont à faire et généralement, ils se responsabilisent eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas toujours besoin qu'on aille dans le détail de ces choses-là. Donc, généralement, c'est quand ça ne va pas qu'on intervient un petit peu plus. Et voilà, rien n'est figé dans le temps. Il faut le faire évoluer en permanence. Vous l'avez vu. Et j'en ai parlé. Et donc, voilà. Merci. Ouais, vas-y. C'est le moment des questions, donc si certains d'entre vous en ont, je vais passer le micro. Désolé, je pense qu'on a encore un petit problème de micro. Ouais. Quels sont les temps que vous dédiez pour
Euh, alors, je vais te répondre sur plusieurs pans. En fait, nous, on accompagne à la définition, mais souvent, nos clients nous gardent pour qu'on opère ces choses-là. Donc, la première chose, c'est quand on fait la définition, ben, en fait, on se retrouve avec des clients qui aussi viennent rechallenger les décisions, les partis pris qu'on peut avoir sur certains outils parce qu'ils évoluent. Si vous voyez Supernova, Specify, même des fois, ne serait-ce que les technos dev, il y a les web components aussi qui apparaissent. Donc, est-ce qu'on intègre du web component ou pas dans les frameworks Vue, React? Là, est-ce qu'on utilise un LLM pour faire plusieurs librairies et aller beaucoup plus vite et générer du code? Voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc, généralement, dans ces phases-là, en fait, on réutilise à chaque fois, en permanence. Donc, on a des comptes sur tous les outils et puis on fait des benches. Donc, il y a des décisions qui sont prises très très vite. Il y a aussi des combats qu'on ne veut pas mener. Typiquement, il y a des organisations, la documentation, c'est Confluence. Nous, on a besoin d'un outil type Supernova. Bon, on va plus se battre sur Supernova et Zero Eight parce que ça a une vraie valeur, plutôt que se battre sur un outil de doc où on sait que Confluence, il y a toutes les problématiques de sécurité. Bon, on s'adapte là-dessus. Donc, il y a des fois où on nous dit, bon, nous, on utilise Figma, c'est Figma. On utilise Storybook, c'est Storybook ou autre. Mais après, sinon, à chaque fois, on amène un bench. On a en fait une liste de critères qui est super importante pour le client. Généralement, la moitié est issue de notre expérience et l'autre moitié vient de problématiques d'organisation, soit des manques de compétences, soit tout autre d'organisation, de politique de sécurité aussi qui influence. Et on va faire des choix à chaque fois et on va lui permettre de prendre la meilleure décision à l'instant T. Et après, on opère. Donc, en fait, si tout fonctionnait dès le départ, moi, je pense que je serais super riche. Mais non, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a de l'humain aussi, on l'a vu. Donc, en fait, c'est du changement de dire, nous, on a des clients qui sont passés de pas de design system à un design language system, de Sketch à Figma. Donc, les mecs doivent être formés à un nouvel outil, changent de méthodologie, arrive par là une stratégie de mutualisation de marque. Donc, en fait, il y a tout un process, une nouvelle organisation. Donc, les gens, en fait, sont complètement chamboulés. Et ça, en fait, au fur et à mesure, on a pris des décisions parfois techniques de dire on ne met pas de slot component dans les librairies Figma. Du coup, on ne l'a pas mis surtout dans les composantes de dev parce qu'on s'est dit les designers ne sont pas encore prêts à arriver à ce niveau de maturité pour intégrer le composant. Donc, parfois, ça a limité techniquement. Nous, on pense vraiment que c'est le code comme source de vérité. C'est-à-dire que Figma, en fait, on développe, on fait le composant. Une fois qu'il est fait, spéqué, recetté, généralement, on fait le pendant de la librairie. Une librairie, un composant Figma, ça prend, je ne sais pas, quelqu'un qui est un peu bon, 1 heure, 1 heure et demie maxi, il fait son composant. Par contre, le faire bien, développer, propre, recetté, voilà. Donc ça, c'est le miroir. Il y a des fois où on voulait aller beaucoup plus loin techniquement, mais on s'est dit c'est trop de transformation auprès des équipes, ils ne vont jamais gérer, donc autant figer un peu les composants et après, dans une nouvelle version, dans une évolution, intégrer ces nouvelles mécaniques-là. Voilà. Et du coup, de la veille, c'est à la fois payé par le client puisqu'on le fait, et à la fois une passion aussi, je pense que ça se ressent. Donc, je suis un peu tous les jours sur Twitter, sur des choses comme ça, des communautés comme l'a évoqué Damien, ou voilà. Est-ce qu'il y avait une autre question ou c'était... Ouais. Déjà, merci pour la présentation. Moi, j'ai vu dans ce discours, qu'on entend beaucoup sur du design web classiquement, sur du design system classiquement. Du coup, j'ai une double question. Ouais. Une pour toi et une pour Damien. Pour toi, est-ce que ça t'a servi dans ton quotidien d'avoir mis ce niveau-là, operating model, design at scale, dans ton discours pour aborder les clients? Et Damien, est-ce que tu te retrouves juste avec un aspect design up dans tout ce qui vient d'être présenté? Je réponds en premier. Donc oui, nos clients forcément, en fait, comme on les accompagne dans le déploiement de Design Language System, forcément ils sont contents de voir qu'on est capable d'anticiper ce qui va arriver potentiellement. Alors après, on n'est pas des devins, mais globalement on sait des activités, on peut prioriser, déprioriser en fonction des budgets, etc. Après, globalement, ça, c'est une méthodologie qu'on applique au design system, mais qu'on peut appliquer, encore une fois, moi, des fois, j'ai des départements de design qui viennent en disant on n'est pas reconnu dans l'entreprise, etc. Et donc, structurer un petit peu en fonction des objectifs, en fonction des activités qu'ils veulent réaliser, des outcomes, ça me permet. Pour moi, le design language system, c'est
enabler de l'équipe design. C'est-à-dire que les designers, ils font de la recherche, les designers, ils font de l'idéation, les designers, ils vont faire des tests utilisateurs. Les design language systems sont qu'un outil qui vient les accompagner à accélérer, à être plus efficace, plus efficient, prendre un peu moins de décisions ou alors plus de décisions qui sont autour de l'expérience utilisateur globale. Mais après, ce n'est pas que ça. Donc moi, parfois, c'est une partie, mais généralement, la mise en place des design language systems entraîne tellement de changements dans l'organisation parce que du coup, en termes de recettes, c'est les PO et les PM qui doivent être au courant de ce qui est fait. Ça va parler à d'autres personnes, ça intègre de nouveaux outils, ça intègre de nouveaux pipelines, ça intègre de nouvelles compétences parfois. Donc en fait, généralement, ça restructure des départements de design et c'est là où on bascule là-dessus et c'est là où on est content d'avoir ce type d'outil qui nous permet d'être à la fois sur un périmètre spécifique et de rebasculer sur d'autres choses qui sont un peu plus grosses. Moi, ça me parle énormément, je ne sais plus où tu étais là-bas, ça me parle énormément parce que nous, tout ce que vient d'expliquer Maxime, c'est des choses qu'on met en place en interne, mais pas obligatoirement sur le design. On intervient en tant que design ops aussi, nous, à une échelle un peu plus haute sur le product and tech, et typiquement, ce qu'a expliqué Maxime sur l'operating model, c'est quelque chose qu'on fait, nous, sur ce qu'on appelle la customer intelligence, donc toute la voix du client. On s'occupe de la gouvernance notamment, et on est en train de faire ce que Maxime a mis en place, sauf qu'on n'est pas les seuls à opérer dessus. On travaille avec les customer success, avec le customer support, avec les personnes qui sont côté service design, et on va mettre en place cet operating model, mais sur un niveau différent. On fait la même chose sur le design language system, sauf que ce que je disais tout à l'heure, c'est pas dans notre périmètre. Donc il y a une équipe aujourd'hui qui fait probablement ce que Maxime fait. J'ai pris des notes, il y a des choses qui sont super intéressantes dans ce que tu as montré, mais on fait quasiment la même chose à différents niveaux, et pas uniquement sur la design chapter. C'est... La question, c'est, pour moi, ce qui est représenté là, c'est un nouveau nom, un autre nom, qu'on mettait derrière designer la plupart du temps, ce qu'on mettait aussi derrière les pratiques autour d'un design system. Du coup, je me demandais s'il y avait trouvé une vraie abstraction supplémentaire. Ouais. Oui, clairement, parce qu'en fait, moi, quand je vois les disciplines, alors après, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on appelle un designer, un UX designer? Tout le monde met des termes derrière. Pourquoi Design at Scale? Parce qu'en fait, réellement, pour moi, le design ops, c'est comment je fais en sorte que les équipes de design fonctionnent bien, comment elles interagissent entre elles, et il y a énormément de travail. Mais après, quand on parle, typiquement, quand on fait de l'atomic user research, ça veut dire qu'on va sur le terrain des PO, des PM, ça veut dire qu'on va travailler avec des départements de customer support, de customer relationship, on s'intègre à des outils de CRM type Salesforce, etc. Donc là, on est plutôt, pour moi, dans le design org, c'est-à-dire comment le design s'intègre dans l'ensemble de l'entreprise et son organisation. Et après, surtout, c'est qu'est-ce qu'on amène? Parce que nous, je le vois dans cette discipline, pour vendre aussi des projets ou des choses comme ça, il faut qu'on adapte le vocabulaire. On parle d'outcome. On ne dit pas design system, ça va faire des super composants pour les designers. On dit non, c'est de l'efficacité, c'est de l'efficience, c'est de la performance, c'est de la cohérence d'expérience. Quand on fait de l'atomic user research, c'est comprendre l'utilisateur, concaténer de la donnée qui disparaît parce que c'est tel PM qui l'a mis sur un PowerPoint à un endroit donné. Ça vient d'un service client et le service client, il a envoyé des rapports, personne ne les a lus depuis 2 ans. Et puis ensuite, on a une user research qui vient, mais elle date d'1 an et en fait, on ne se rend pas compte que l'équipe produit elle a déjà corrigé le problème. Donc en fait, on ne priorise pas les roadmaps correctement. Donc en fait, on influe. C'est pour ça que c'est généralement, pour être très honnête et très transparent, on commence par ces projets-là chez nos clients et généralement, c'est tellement transformant qu'on opère plutôt sur l'organisation, déjà de leur département de design puisque ça les concerne en premier, et après, comment on intègre ça dans l'organisation globale. Est-ce que j'ai répondu du coup bon. Une dernière? Ah, une dernière? Allez, une dernière. Tout à fait. C'est une très bonne question parce que souvent on parle de design at scale parce que ça vient généralement entre guillemets d'un acte de design, donc le design language system,
Atomic User Research, ou impliquant les designers. Parce que moi, si ça ne les implique pas, généralement, je ne travaille pas. Par contre, comme on l'a dit, déjà Design Language System, notre parti pris, c'est le code comme source de vérité. Donc déjà, c'est le développeur qui est au cœur de tout ça. Donc les développeurs, en fait, ils ont des manières de travailler, ils ont des manières de communiquer parfois, qui sont un petit peu aussi… autant les designers ont aussi été des divas, ou le sont parfois toujours, ou se considèrent comme des divas, autant les développeurs ont aussi un certain propension à dire les choses très franchement et sans filtre. Mais voilà, on organise tout ça et effectivement, oui, il y a les développeurs, je l'ai montré dans les rôles, hein, il y a les sponsors, des gens qui vont suivre et piloter les projets mais qui n'ont ni connaissance engineering, ni connaissance design et des fonctions support, etc. Donc on inclut tout ça. C'est vrai que on parle de design parce qu'on inclut les designers et c'est obligatoirement là-dedans, sinon j'ai pas grand-chose à faire et j'ai pas trop d'expertise. Mais typiquement, l'operating model, tu peux prendre la méthodologie, le faire dans un service de développement. Une équipe de dev, un département, il n'y a pas de problème. Mais oui, on travaille et c'est pour ça que c'est at scale. Hein. C'est vraiment cette notion de village. On interagit avec tout le monde et chaque fois qu'on fait quelque chose, ça a une influence sur la manière de travailler, la manière de communiquer, les rituels, l'organisation des autres équipes. Donc, dans les rituels que tu as vus, il y a quasiment tout le temps des devs. Donc, voilà. Donc, ça les impacte forcément. Donc, on travaille avec eux aussi. Ah, je ne sais pas si j'ai le droit. Hein. Ah, ouais, ok. Merci. Je voulais juste savoir qui c'est qui fait appel à toi. Entendu, c'est quel profil? C'est plutôt un manager, c'est plutôt un chef, ouais. C'est un développeur, c'est Plutôt head of VP ou des gens qui ont un peu des responsabilités, qui sont responsables de département, qui ont une équipe. Alors, il y a plusieurs niveaux de maturité. Il y a des gens qui ont une ambition et qui voient que le design language system, comme on le voit, ces sujets, ils vont tellement toucher à l'organisation qu'en fait, ils repositionnent le design dans un rôle qui est intégré à l'entreprise. Parce que quand on parle, je fais ma user research, etc., généralement, je fais mon truc de mon côté, j'implique un petit peu le PO, le PM, mais personne ne le voit. Design language system, ça touche beaucoup d'équipes, beaucoup de marques, beaucoup de profils. Donc en fait, il y a des gens qui ont un peu d'ambition qui se servent de certains de nos méthodologies pour repositionner déjà la proposition de valeur. C'est-à-dire qu'ils voient qu'il y a un décalage entre ce qu'eux pensent essentiel, donc là, souvent la voix de l'utilisateur, donc faire beaucoup de recherches au départ, alors qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui sont focus et qui préfèrent plutôt lancer des choses et lancer 10 choses en même temps et voir s'il y en a une qui mord. Et donc, en fait, c'est comment on les réadapte et après, on amène petit à petit l'entreprise à s'élever en maturité de design. Mais c'est aussi parfois leur faire prendre conscience que, en fait, ils sont dans quelque chose qui arrivera dans 4-5 ans s'ils arrivent déjà à montrer qu'ils ont un impact, en fait. Parce qu'une entreprise, qu'on soit designer, développeur, product manager, financier, etc., il faut montrer qu'on a un impact. Enfin, on nous paye tous les mois. Donc, à la fin, c'est qu'est-ce que tu rapportes. Et donc, un département de design, ça coûte, surtout que nos profils sont assez chers, très difficiles à recruter. Donc, ne serait-ce que le temps de recrutement, ça coûte de l'argent de recruter. Donc là, voilà, c'est vraiment ce genre de profil. Et après, c'est d'autres qui ont des organisations plus matures et qui veulent, qui interviennent en me disant, là, je suis en discussion avec une très, très grosse organisation qui, elle, a 20 design language systems différents, plein de marques et qui, du coup, là, essaie de réuniformiser, de ramener l'essence même de ce que c'est parce que là, en fait, tous les bénéfices qui avaient été portés ne le sont plus puisque ça s'est un peu disloqué dans tous les sens. Donc voilà, c'est un peu les types, mais c'est vrai qu'on va avoir des gens déjà, enfin des entreprises qui ont les moyens un petit peu de payer ça parce que la dernière, l'operating model qu'on a fait, c'était dans une définition, une étude stratégique pour le DLS, ça a duré 6 mois. Donc il faut quand même payer 6 mois des profils consulting pour accompagner. Donc voilà, ça a quand même un certain coût, une certaine maturité. Et puis quand il n'y a que 3 ou 4 designers dans une entreprise, généralement, ou des petites équipes, elles s'organisent entre elles, elles n'ont pas besoin de nous, elles savent communiquer, elles trouvent des moyens, elles trouvent des choses. C'est dès que ça commence à inclure beaucoup de personnes, des grosses dimensions, beaucoup de touch points, etc., beaucoup de dépendance, c'est là où on intervient sur ces sujets.